c'est là où je gare le véhicule officiel du président du Conseil constitutionnel. Comme il n'y a pas de voiture officielle sans cocarde, j'ai un porte-clés. Voilà, j'ai un porte-clés avec une cocarde. Jean-Louis Debré appartient à l'une des grandes familles françaises qui ont marqué l'histoire. Fils de Michel Debré, l'architecte et rédacteur de la Constitution de la Ve République du général de Gaulle, Jean-Louis Debré fut nommé en 2007 par Jacques Chirac 10e président du Conseil constitutionnel. Une fonction qui couronne un parcours inattendu pour celui qui devint le garant de la Constitution, rédigée 50 ans plus tôt par son père. Michel Debré parlait de lui avec une certaine tendresse en disant comme un adolescent qui mûrissait lentement. Même quand il avait 30 ans. Hein. Roméo, il faudrait que vous donniez des leçons un peu. Je me suis toujours vu artiste. J'aime beaucoup peindre, j'aime bien dessiner, j'ai toujours aimé lire, écrire. Je ne voyais n'exister que par le côté artiste. Au départ, on se disait, bon, c'est la dynastie Debré, il parle toujours sur ordre, pas spécialement bien, mais il y a un moment où on a commencé à le prendre vraiment au sérieux en politique. Debré, la raison pour laquelle il a existé, c'est qu'à un moment donné, il a bluffé tout le monde. C'est-à-dire que, voilà, il était tout seul avec tout le monde, tout seul. Dans son berceau, il y avait les valeurs républicaines. Voilà. Alors finalement, en grandissant, il les a gardées et puis transposées à sa manière. Ça n'est pas la guerre en dentelle, Jean-Louis Debré, et Michel Debré non plus. C'était la guerre tout court. Je pense qu'il y a un lien très profond entre mon père et De Gaulle, et il y a une affection très profonde que j'ai pour Jacques Chirac, à qui je dois à peu près tout. On soit l'enfant admiratif de l'œuvre de son père ou de sa mère et qu'on essaye d'y ressembler ensuite par ses mérites est une bonne chose et non une mauvaise. Si chacun essaye d'imiter le meilleur de ses parents, la société sera meilleure. Est-ce qu'il va être digne d'une certaine tradition? Est-ce qu'il va savoir à la fois être fidèle à son grand-père et à son père et en même temps marquer sa différence? Vous savez, dans chacun d'entre nous, il y a des milliards et des milliards de cellules. Et moi, j'ai une cellule qui s'appelle service public, État, République. Et donc, ce que je savais, c'est que toute ma vie sera au service de mon pays et de la République. Chaque détour des jardins du Palais Royal, véritable berceau de la Révolution française, ramène Jean-Louis Debré à l'histoire de la République. C'est en pleine conscience qu'il emprunte ces mêmes allées foulées par les plus grands, ceux qui ont façonné l'histoire. Elles le conduisent chaque jour du Conseil constitutionnel à son domicile. Voilà, j'ai la garde républicaine qui rend les honneurs. On s'en lasse jamais. Voilà, venez. Venez, entrez. Entrez par là. Voilà, on va ouvrir la fenêtre. Voilà. Il y a quand même une vue... Oui. Je mets droit. Vous avez assez de lumière? Si on vient de ce côté, vous avez naturellement une petite photo auquel je tiens particulièrement, puisque c'est la première rencontre de mon père avec le général de Gaulle. Nous sommes exactement, je vais vous le dire,
Le 20, je vais vous le dire dans une seconde, si je retrouve mes anti-sèches. Où est-ce que j'ai foutu? Le mardi 22 août 1944, et il est aux environs de 15 h. C'est la première rencontre de mon père avec le général de Gaulle, et qui ne va plus le quitter. Ah, merde. C'est l'heure où tous mes enfants appellent. Oui, allô? Allô? Oui? Quoi? Le souvenir que j'ai, c'est un souvenir très, très fort, c'est que tous les 18 juin, alors que je ne devais pas marcher encore, on a dû nous emmener, nous allions au Mont Valérien, et c'était la traversée du désert, il y avait peu de monde. Et là, on voyait passer un grand personnage, le général de Gaulle. Et comme il y avait peu de monde, il prenait son temps, il serrait les mains, il vous fait une petite tape sur la joue, et il avait là tous ses plus proches compagnons. Et c'était pour moi une fête, une très grande fête. Et puis tout d'un coup, est arrivé 1958. Et ce 18 juin n'a plus été mon 18 juin. J'ai découvert ce que c'était que les courtisans. Tous ceux qu'on n'avait pas vus pendant des années et des années, ils venaient, ils étaient là. Alors il y avait des généraux, il y avait des préfets, il y avait du monde qui se pressait. Et je me souviens, j'étais fou de rage parce qu'il y a des gens qui me poussaient. Et je leur disais, mais j'étais là bien avant vous. Mais eux, ils étaient venus parce que De Gaulle était revenu au pouvoir. Nous étions venus, grâce à mon père, pour fidélité à l'œuvre du général de Gaulle. En 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir en homme providentiel dans une 4e République en pleine crise. Il y a urgence à agir. Le général de Gaulle confie à son plus fidèle compagnon, Michel Debré, la rédaction d'une nouvelle constitution. La 5e République doit affirmer la prédominance de l'exécutif dans la conduite du pouvoir. Au ministère de la Justice, en présence des ministres d'État faisant partie du comité constitutionnel, M. Michel Debré, garde des Sceaux, a apposé le sceau de l'État au texte constitutionnel. La 5e République est entrée dans l'histoire. Ce qui les liait, c'était la même conception de la France. C'était aussi un grand serviteur du général de Gaulle. Donc ils ont fait la Constitution ensemble, tout le monde le sait. Disons que la technique était de Debré et que l'inspiration était du général de Gaulle. Mais enfin, ils sont les deux co-auteurs de la 5e République. Cette petite cohorte tranche le nœud gordien. Toc, on va à la question centrale, celle de toute société, c'est qui commande. Voilà. Et il tranche, c'est le président de la République. C'est un petit groupe de personnes qui écrit une constitution et la question c'est vous êtes d'accord ou pas. Point. Et alors les gens, oui on est d'accord. Pourvu que toute cette pagaille s'arrête, on est d'accord. Michel Debré devient alors le Premier ministre de la toute jeune 5e République. Fils du professeur Robert Debré, l'un des fondateurs de la pédiatrie moderne, cet énarque fait ses armes dans la résistance. Il prendra très tôt fait et cause pour le gaullisme. Michel Debré, il était né pour être un homme public et en même temps avec une stature intellectuelle qui était incontestable et un caractère, il faut bien le dire quand même, parce qu'il avait une énergie prodigieuse, il était un travailleur infatigable. Enfin, il était assommant à vivre pour les membres des gouvernements auxquels il participait. Mon père était une personnalité complexe, extrêmement complexe. Et souvent, j'ai le sentiment que, en le regardant, en l'observant, en l'écoutant, je savais ce qu'il pensait. Et je savais, alors qu'il ne s'est pas, parfois il ne s'était pas exprimé, je rentrais à l'intérieur de lui-même. Il y a une partie en nous qui est prédéterminée. Eh bien moi, je crois que, conscient de ce qu'avait d'extraordinaire cette famille, j'ai voulu approfondir ma communion, c'est-à-dire de me trouver dans le sillon. Alors, j'ai pas l'autorité, l'intelligence, la qualité de mon grand-père et de mon père, mais à mon niveau,
j'ai essayé de ne pas sortir de ce sillon. Jean-Louis Debré revient avec sa compagne à Wensthofen, le petit village alsacien, berceau de la famille Debré. En son temps, ce village fut un refuge pour la communauté juive, chassée des grandes villes, comme le fut la famille Debré, et devint un exemple de laïcité. C'est ici qu'au XIXe siècle, un Debré s'engagea pour la première fois en politique en devenant conseiller municipal. Juste un tout petit souvenir d'enfance. Il y a quelques années, un jour, mon père m'a fait venir, il allait bientôt partir, et il m'a dit, voilà, il y a une chose que je voudrais que tu saches. C'est quand le maire de Wensthofen demande quelque chose, tu lui obtiens. Et quand le maire de Wensthofen te dit de venir à Wensthofen, tu ne discutes pas. Dites-moi un peu la politique, puisque ce qui me fait mal au cœur, c'est du MP, là, c'est le centre des Gilets. Hein, c'est affreux, on ne sait pas quoi dire à nos gens. Ça me fait mal au cœur. J'ai bloqué là. Ah, je ne veux pas parler politique. Oui, parler politique. Voilà, c'est cette maison-là. Et c'est la maison initiale. Et c'est en partant d'ici que Simon Debré a quitté en 1870 l'Alsace pour ne pas être allemand. Et la famille s'est littéralement rompue à ce moment-là, car Simon, qui était rabbin, ne voulait pas partir sous une autre domination que la République, parce qu'il était reconnaissant à la République des décrets d'émancipation des Juifs qui avaient donné un statut aux Juifs. Vous avez vu comment cette fête de village se passe bien? Tout le monde est heureux? Il n'y a pas besoin de forces de sécurité partout pour les... Non, non, ici on est tranquille. Ah, voilà. Ben, c'est ça la France que nous aimons. Vous avez fait combien de temps? Souriez. Vous mangez des cerises. Moi, j'ai connu une époque où on disait qu'il fallait manger des pommes. Maintenant, c'est des cerises. Manger des pommes. Je cherche désespérément un endroit où je pourrais accrocher ma veste. Voilà. Et ça me fait marrer. Voilà, deux petits cailloux. Voilà. Voilà. Je n'aimais à l'école que le cours de français et le cours d'histoire. Le reste ne m'intéressait pas. Voilà. J'ai fait de médiocres études. Les professeurs m'aimaient beaucoup, parce que j'étais d'une très grande curiosité, mais les études ne m'intéressaient pas. Michel Debré parlait de lui avec une certaine tendresse, en disant il apprendra, il progressera, et on pensait immédiatement qu'il allait ajouter, mais il ne le faisait pas et je l'aiderai. C'est le préféré de Michel Debré. C'était le fils préféré parce qu'il partageait sa passion politique et il l'a partagée à sa manière. Il était gaulliste, il a perpétué la tradition gaulliste sans être un ayatollah gaulliste. J'ai vu les commerçants aussi. Quand il était étudiant, il était, à la demande de son père, venu m'apporter sa thèse dans cette pièce. Donc ça, là, il devait avoir, je dirais, 24 ou 25 ans. C'est donc la première fois où je l'ai vu. Et sa thèse, je l'ai d'ailleurs toujours dans mon bureau, évidemment portant sur les conditions dans lesquelles les institutions de la Ve République avaient été créées, puisque son père avait là-dessus des archives que personne d'autre n'avait. À l'époque, on disait aussi qu'au fond, Jean-Louis, c'était une sorte d'épigoune qui avait fait sa thèse sur les idées constitutionnelles du général de Gaulle, vraiment dans une ligne, je ne dirais pas frileuse, mais vraiment tellement fidèle que cela pouvait apparaître comme manquant de quelques capacités d'expression dans une différence. Jean-Louis Debré considérait quand même son père
Bon, il y avait Dieu qui était le général de Gaulle, mais son père était au moins le Christ. Physiquement, vous ressemblez un peu à votre père. Est-ce que ça vous aide? Pour vous, je ressemble à mon père. C'est une question uniquement d'appréciation. Je voulais faire de la politique, je voulais m'engager. Ce qui a véritablement déclenché, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec un homme qui était grand, qui fumait des Pall Mall, et que j'ai rencontré un jour, par hasard, c'était en 1967. Le général de Gaulle était allé au Québec et avait prononcé son « Vive le Québec libre », tollé général. Et le voyage présidentiel est interrompu. Ce soir-là, je suis avec mon père. Je dîne avec lui. Et il me dit, écoute, tu vas venir avec moi à Orly, le général revient, je vais l'accueillir. On arrive à Orly, pavillon d'honneur, il y a les membres du gouvernement qui sont là. Puis au bout, il y a un grand mec qui a l'air de s'ennuyer autant que moi. Et je dis à mon père, mais c'est qui? Il me dit, c'est Chirac. À l'époque, je fumais un peu, personne ne fumait. Et donc, je me rapproche de lui et puis on parle. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Magistrature, tu sais. On pourrait se voir. Je dis, à votre disposition. Je pensais, puis le général arrive, etc. Je pensais qu'il... Parole en l'air. 2 jours après, coup de téléphone. Est-ce que tu veux venir prendre un pot avec moi? Oui. C'était Chirac. Je suis entré à son cabinet. Je ne l'ai plus quitté. Chirac, quand il commence en politique, il achète des noms. Et au fond, ça a marché tout de suite. Ça n'a pas marché avec Jean de Gaulle, on voit très bien, bon, c'était terminé, commencé, enfin, nulle part. Mais en revanche, là, c'est vrai qu'il a adopté Jean-Louis, qui est devenu son fils, et à ce moment-là, ben voilà, c'est une longue histoire qui a commencé. Dans les années 1970, alors que Jean-Louis Debré poursuit ses études à l'École nationale de la magistrature, Jacques Chirac le propulse conseiller dans différents ministères avant qu'il devienne le chef de cabinet de Maurice Papon. En 1986, il est parachuté dans l'Eure, où il remportera son premier mandat de député. Directement par les intéressés, et c'est comme ça que l'on peut répondre. Ma carrière, je la dois aussi à la proximité que j'ai avec Chirac, que j'ai eue avec Chirac. C'est évident, parce que dès notre première rencontre, je me suis senti bien avec lui. Je ne l'ai jamais laissé tomber, même si c'était plus facile de faire comme les autres et de trahir, ben non. Charles Pasqua officialise une rupture consommée depuis de longs mois. Cette décision reste un choc pour le maire de Paris. Je soutiens inlassablement celui que je crois sera l'homme de la relève, l'homme de l'ambition nouvelle. Et mon candidat, vous l'avez noté, c'est Jacques Chirac. Il faut bien voir la situation en 1994. Jacques Chirac voit tous les gens qu'il a fait, qu'il a fabriqué, qu'il a inventé, qu'il a promu, Balladur, Sarkozy, enfin tout le monde. Tout le monde trahit. Il y en a un seul, mais qui se bat comme un chien, comme un lion. C'est incroyable, il ne lâche rien. C'est Jean-Louis Debré. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai regardé très différemment. J'ai commencé à le revoir. Je l'avais vu au début de sa carrière, mais je le connaissais même quand il était juge. Et là, je vois quelqu'un de, comment dire, d'une loyauté qui est absolument impossible en politique, qu'on ne voit jamais. Pourquoi? Moi, je crois qu'il y a des rapports filiaux avec Chirac. C'est-à-dire, c'est un peu le fils que Chirac aurait aimé avoir. Je dirais qu'il s'est imposé, alors c'était d'une certaine manière aussi le cas de son père, il s'est imposé dans les tourmentes.
Son père s'est imposé dans la guerre, donc dans les conditions les pires, et lui s'est imposé essentiellement quand tout commençait à aller mal ou à être controversé ou dangereux ou périlleux ou incertain en tout cas pour Jacques Chirac. Il y a d'abord ceux qui ne conçoivent la politique que comme étant l'art de la trahison, du renoncement, des combinaisons partisanes et des alliances contre nature. Il s'est métamorphosé dans... qu'est-ce qu'on peut dire à la fois le mameluc de Jacques Chirac, un peu son Berthier, mais surtout son Murat. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, du mameluc, il avait une fidélité incomparable. Il n'a jamais hésité. Il est toujours resté le plus chiracien des chiraciens, avec ce que ça implique, alors c'est très de caractère familial ça, avec ce que ça implique de loyauté, de passion, d'exclusivité. Il a un tempérament de partisan, il a un tempérament passionnel, et il a son grand homme. Alors voilà, Michel Debré avait le général de Gaulle, lui a Jacques Chirac. Bon, dans mon esprit, ça n'est pas très comparable, mais enfin, il n'empêche que c'est toujours très estimable. Oui, celle-là, c'était une photo, il y en a même deux, vous voyez. Il venait d'apprendre son élection à la présidence de la République. Et, eh bien, on était tous à côté de lui. Et j'ai vu aussi, d'ailleurs, à ce moment-là, beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément été les meilleurs soutiens de Chirac. C'était l'élection de 95 et qui, tout d'un coup, des coudes pour arriver. Et je me souviens, Chirac m'avait pris par la main et m'a dit « Tu bouges pas de là ». Vous savez, quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, quelques jours avant que ça se sache, Chirac l'avait dit à mon père, était allé le voir, et mon père m'a fait venir. Il était déjà très malade. Et il m'a dit, tu vas te souvenir d'une chose, la plus essentielle. On est plus longtemps ancien ministre que ministre. Et ça a toujours été dans ma tête. Jean-Louis Debré voit sa fidélité à Jacques Chirac récompensée par le ministère de l'Intérieur. Il y remplace Charles Pasqua, qui paye ses affrontements passés avec le chef de l'État et surtout son engagement en faveur d'Édouard Balladur. Lorsque Jacques Chirac l'a nommé au ministère de l'Intérieur, c'était bien parce que c'était un des plus proches de lui qu'il le nommait au ministère de l'Intérieur. C'est classique. On nomme toujours au ministère de l'Intérieur des gens proches qui peuvent... proches et à qui on fait confiance pour éviter le maximum d'ennuis. Sur son bureau, 4 dossiers brûlent les doigts du chef de l'État. 4 dossiers judiciaires en cours d'instruction, dégoupillés donc comme des grenades qui menacent de lui exploser au visage. Ces affaires remontent au temps où Jacques Chirac était maire de Paris jusqu'en 1995. J'appelle monsieur Jacques Chirac. Je défends l'homme et avec ses faiblesses, avec ses... Voilà. Le mot merci, pour moi, veut dire quelque chose. C'est pas du merci de l'instantané. Merci, merci, ça se prolonge. Et ça se prolonge à un moment et à un moment qui dure. Et la reconnaissance, c'est le merci dans le temps. Jean-Louis Debré, dans ce rôle, qui est quand même toujours un rôle difficile, d'être l'inconditionnel de quelqu'un, ça lui a fait prendre des positions qui étaient parfaitement critiquables assez souvent, hein, dans le combat vis-à-vis des autres et dans l'exercice des responsabilités. Bon, et donc, effectivement, pour lui, toucher à Jacques Chirac de près ou de loin, ça revenait à peu près à renverser des icônes. Au fond, les Debré ne se donnent pas à moitié. Quand ils se donnent complètement. Alors, ça les rend fatigants, ça les rend quelquefois agressifs, ça les rend très souvent injustes pour tous ceux qui sont contre leurs idoles, mais ils se choisissent des dieux, ils les gardent.
Michel Debré décède le 2 août 1996. Au même moment, Jean-Louis Debré est confronté à la lutte engagée par les sans-papiers qui demandent la régularisation de leur situation. On a montré qu'on était digne. On a montré qu'on était responsable. Ils arrivent. L'alerte est donnée. On a édifié des barricades. Les gendarmes mobiles entrent dans l'église pendant que le père Coindet célèbre la messe. L'évacuation commence. Oui, mon image, avec la lutte contre l'immigration illégale, a été totalement abîmée. Mais peu importe, parce que j'avais le sentiment à ce stade-là d'être soutenu par le président de la République, élu au suffrage universel, et que le combat que je menais était un combat pour l'état de droit et pour l'État. À partir du moment où il fait des choix, il en prend les moyens, même si les moyens sont contestables. Et son père était comme ça. À l'époque de la guerre d'Algérie, son père, d'une façon puis d'une autre, mais ne faisait pas les choses à moitié. Son fils, c'est la même chose. Quand il s'agit de servir Chirac, on sert Chirac. Et si on le sert, si on faut faire régner l'ordre, on le fait régner. Je veux dire, il se donne tellement qu'il se donne sans frein. D'une certaine manière, d'ailleurs, dans cette famille, on a des accélérateurs formidables et un certain manque de frein. Depuis 2 ans, nous avons renvoyé hors de France 27 000 personnes et nous en avons empêché de rentrer près de 40 000. Et il faut faire ça pendant au moins 5 ans encore pour arriver à peu près de stabilité. C'est pas un enfant de cœur. Les Debré ne sont pas des enfants de cœur. Les Debré sont des combattants. Et si je disais Murat, c'est parce que il y va, il aime bien que ça soit théâtral, hein, donc voilà, comme Murat, je le vois très bien en uniforme blanc, et il donne des coups de sabre, et tous les coups de sabre ne sont pas élégamment portés. Je revendique le titre de combattant de la République. Oui, j'aime la République, oui, je veux que mon pays reste une République exemplaire, oui, je suis pour la défense de la laïcité. Oui, je suis pour la défense de l'égalité. Je crois profondément à la République. Et donc, oui, je revendique le titre de combattant de la République. Non, mais tranquille. J'aime pas les gens qui ne la pas gagner. Ça va, Martin? La loi sur la nationalité, c'est tout. Ah oui, mais ça, en France, il faut se tenir tranquille. Ah, mais c'est démocrate, la France. C'est une démocratie, justement. La démocratie repose sur le respect de la loi. On la respecte. Ah, c'est parfait. Si tu respectes le problème. J'avais le sentiment d'être soutenu par le président de la République, et je l'étais jusqu'au bout. Et j'avais surtout, encore plus fort, mon père est mort très rapidement, et c'était une interrogation que je me posais très souvent. Ce que je faisais, je ne peux pas faire parler les morts, mais j'avais le sentiment que c'était ce qu'il voulait que je fasse pour sauver l'État. Ça correspondait à ce qu'il m'avait appris. Le passage de M. Debré comme ministre de l'Intérieur, je pense qu'il a essayé d'être à la hauteur de la réputation familiale, hein, la main de fer. Alors, est-ce qu'on peut hériter? Oui. Après, des charges de l'État, c'est autre chose. Par définition, non. Parce qu'elles ne sont pas transmissibles par autre chose que par le mérite. Mais on peut avoir du mérite, et on peut, à la faveur de grands exemples, essayer d'y ressembler. C'est un grand privilège d'avoir des pères et mères dont les trajets inspirent votre vie. J'ai un regret. C'est que ce ministère, il était fait pour mon père, et pas pour moi. Et d'ailleurs, mon plus grand souvenir, mon meilleur souvenir, mon souvenir le plus émouvant de mon ministère de l'Intérieur, c'est quand, quelque temps avant sa mort, j'ai invité mon père à dîner au ministère de l'Intérieur. Et c'était pour lui, pour moi, un grand moment d'émotion,
parce que je lui disais inconsciemment, voilà, je suis au cœur de l'État. Et je suis au cœur de l'État parce que tu m'as appris l'État. Parce que tu m'as appris que sans État, il n'y a pas de liberté. Et donc, avant de mourir, il vient et il voit son fils au cœur de l'État. Aujourd'hui, ça paraît bizarre, hein? Aimer l'État, comment on peut aimer l'État? Seul contre le libre marché, les start-up, les stock options, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire chacun pour soi contre tout le monde. Mais vous avez des gens qui, aujourd'hui encore, continuent à aimer l'État, la fonction publique, servir. Il y a moi, ça me remplit le cœur d'y penser. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, à cause des traditions familiales et puis comme citoyen, le parcours de Jean-Louis Debré. Je me suis dit, pour être franc, que s'il avait quitté la vie politique après avoir été ministre de l'Intérieur, sa trace aurait été limitée, je ne dirais pas médiocre, ce serait désobligeant. En revanche, j'ai observé avec beaucoup d'intérêt à partir du moment où il est monté au perchoir, comme on dit, où il est devenu président de l'Assemblée nationale. Parce que là, j'ai trouvé qu'on voyait, à distance, je n'étais pas au Parlement, mais j'ai trouvé qu'on voyait ressurgir le meilleur d'une tradition républicaine. Je gouverne la France parce que je suis l'héritier d'une famille, ou je gouverne la France parce que je suis élu par le peuple. Depuis Louis XI, tous les rois en France sont les représentants de Dieu, mais ils sont rois de France. Tu ne seras plus roi de France, tu seras roi des Français. C'est une petite musique qui commence à apparaître. Plus que la fonction de ministre, c'est celle-là que je voulais. Pour moi, le symbole de la République, c'est la présidence de l'Assemblée nationale. Quand j'ai décidé de me présenter, Chirac était persuadé que je ne serais pas élu. Pourquoi? Parce que il y avait un candidat de taille, qui était Édouard Balladur, qui voulait la présidence de l'Assemblée. Alors, Chirac m'a dit, mais il va l'emporter. Je dis non, il n'a aucune chance. Aucune chance. Ont obtenu M. Jean-Louis Debré 217 voix. M. Édouard Balladur, 163 voix. Je m'adresse maintenant... Oui. Monsieur Balladur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de vous informer que je retire ma candidature. Et là, il a été écrasé par moi. Si vous voulez, on ne peut pas être élu président de l'Assemblée si on n'aime pas cette maison. Et les parlementaires de droite et de gauche savaient que j'avais un amour. Et cet amour, c'était la République et ce temple de la République. À partir du moment où je montais l'escalier, que j'avais été élu, l'idée qui m'a venue dans ma tête, c'est que je n'étais plus membre d'un parti politique. J'étais le président de toute l'Assemblée. Il ne s'agit pas seulement, mes chers collègues, de respecter les droits de l'opposition. Il s'agit aussi d'écouter sa voix. Pendant tout le temps qu'a duré son mandat de président, il n'a pas voté. Il n'a pas voulu voter justement parce qu'il voulait montrer que, étant au-dessus des partis, se sentant au-dessus des partis, dans cette mission-là, il n'avait pas, à un moment donné, à basculer du côté de la majorité sur un vote, même sur un vote important. Quand il dirigeait les débats, enfin, il taclait tout le monde, les ministres, les députés. Et il les taclait parce que, voilà, il était équilibré. Équilibré, c'est-à-dire un type qui dépassait les bornes, qu'il soit Premier ministre, député, qu'il soit socialiste, UMP, tout ce que vous voulez, eh ben, il se faisait tacler. Taisez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous.
Après. La séance est suspendue, elle reprendra tout à l'heure. Et surtout cette amabilité avec l'opposition qui a le don d'exaspérer son propre camp. Monsieur Gramès, ne vous laissez pas interrompre. Non, je ne me laisse pas interrompre, monsieur. Il n'y a que moi qui peux vous interrompre. Tout à fait, monsieur le Président. J'ai dit que ça allait bien quand c'était vous. Voilà, lui, il était vraiment président de l'Assemblée nationale. Il s'est dit, bon, tout passe, tout lasse, mais pas l'Assemblée nationale, parce que c'est la chose la plus importante, et il a raison, du cœur républicain. C'est là que ça se passe. Si la République, à un moment donné, a un visage, c'est celui des millions de Français, mais c'est cet endroit-là, avec ses faiblesses, ses bassesses, et puis sa noblesse aussi, sa grandeur. Donc je pense que ça a dû tellement lui plaire d'être là. Vous avez remarqué que les présidents de l'Assemblée nationale sont souvent illuminés par leur fonction, et c'est un lieu de transfiguration. Écoutez les discours de Raymond Forny, devenant président de l'Assemblée nationale, ou de Claude Bartolone. Peut-être qu'un jour, vous m'entendrez, moi. C'est ma maison, parce que je suis très républicain. D'ailleurs, il y a là-haut le banc marqué au nom de mon père. C'est à la fois ma maison de famille et ma maison politique. J'ai été élevé dans le culte de la République, dans le respect de la République. J'ai passé ici plus de 20 ans. Et ça a été pour moi 20 ans de bonheur. Quand il quitte la présidence de l'Assemblée nationale, il a le droit au Palais Bourbon à une standing ovation avec les socialistes, l'UMP, les communistes, tout le monde l'applaudit, ça n'arrive jamais. Je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la République. Permettez-moi très simplement de vous remercier et vous dire très simplement aussi que cela restera l'honneur de ma vie d'avoir présidé l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Voilà. C'est pas les applaudissements qui m'ont fait chaud au cœur, c'est que de la droite à la gauche, tout le monde se soit levé. Et là aussi, j'ai pensé encore à mon père, parce que j'ai voulu exercer la fonction de président de l'Assemblée nationale comme il m'avait enseigné la fonction de la République. On rentre et on sort, hein. On va revenir. Merci. Alors. J'ai acheté ce bâtiment, qui était le RPR, qui a vendu, et on a créé un magasin. Et venez. Et donc, j'ai tout dessiné. C'est moi. Venez. Ah, ça marche l'affaire? Oui. Voilà, un peu calme ces derniers. C'est dont je suis le plus fier. C'est la création de ce magasin qui donne une belle image de l'Assemblée, avec des gadgets que j'avais dessinés. Alors ça avait eu un très gros succès. Le premier, c'était les chaussettes. Les chaussettes pour droite, elles sont là. Voilà. Gauche et droite, vous voyez, et gauche. Et donc, ça avait eu un succès extraordinaire. Ça avait été, et notamment parce que les pédiatres, pour faire comprendre aux enfants la droite et la gauche, avaient acheté des chaussettes comme ça. Ça avait été Alors vous avez plus les petites chaises avec... Non, c'est fini. Ah ben ça, ils ont bien tort. Ils ont tort. J'avais fait un saladier avec marqué salade politique. Salade électorale. J'avais fait un peignoir de bain ou une serviette de bain. En politique, on se mouille. Oui. On se mouille. La politique fait des vagues. La politique fait des vagues, oui, c'est ça. Et ça avait été fantastique. Vous n'avez plus mes livres, là? Ah, si. Ah, ben, j'en ai vendu un, là. Aujourd'hui, d'ailleurs. Ah bon? Non, je ne vois plus. Ah là, les deux, là, voilà. Oui. Ça marche bien? Oui, j'en ai vendu un ce matin. Ouais. Française. Vous pouvez y aller, tout est bien ici. Tout est beau. En février 2007,
Nicolas Sarkozy est promis à droite à la présidence de la République. Jean-Louis Debré quitte alors la présidence de l'Assemblée nationale, fraîchement nommé par Jacques Chirac, encore chef de l'État, au poste de président du Conseil constitutionnel. Une autre institution devrait rester fortement ancrée à droite, le Conseil constitutionnel. Sans surprise, Jacques Chirac devrait nommer fin février à la place de Pierre Mazeaud un autre de ses fidèles lieutenants, Jean-Louis Debré. Car c'est le chef de l'État qui décide, un pouvoir hérité de la Constitution de 1875, appliqué par tous ses prédécesseurs. C'est le plus ancien, dans le grade le plus élevé. Oui, le plus ancien de la maison. C'est lui qui veille sur tout le monde, avec une main de fer. Et puis, comme c'est plus facile d'avoir les mêmes prénoms, on a Michel là et Michel là. Ici, c'est le point névralgique de la maison. Elle voit tout, elle sait tout, elle ne dit rien. Voilà. C'est ça, hein? C'est ça. On ne dit rien. Je suis arrivé ici et une image, rien qu'une image, s'est imprimée dans ma tête. Et cette image, elle ne me quitte plus. C'est celle-ci. C'est mon père scellant le sceau de la Constitution de 1958 qui avait créé le Conseil constitutionnel. Et je me disais que c'était assez fascinant de devenir le gardien de la Constitution de mon père. Il y a eu des modifications constitutionnelles, le rôle du Conseil constitutionnel est largement accru, et donc Jean-Louis Debré est un président qui est un président influent. Est-ce que il est influent sur la doctrine du Conseil constitutionnel, ou est-ce qu'il est influent comme le symbole du Conseil constitutionnel? Il l'est sûrement comme le symbole. Et il veut modifier l'image du Conseil constitutionnel, il veut la moderniser, il veut la rendre plus transparente. Vous voyez, ce grand escalier, j'en suis très fier parce que, donc, je vous l'ai dit, il n'a pas été nettoyé. Il n'avait pas été nettoyé depuis presque un siècle. Les fenêtres étaient bouchées. On avait fermé les fenêtres. Personne ne prenait plus le grand escalier, il ne se passait rien ici. Et donc, on a rouvert. Mais chaque fois qu'il y a un vestige du passé, quelque chose qui nous appelle vers notre histoire, eh bien, il faut le restaurer. Pour essayer d'avoir plus de certitude, regardons d'où nous venons. Forgeons notre conviction, et notamment notre conviction républicaine, dans la République. Venez par là. En président réformateur, Jean-Louis Debré a soutenu la question prioritaire de constitutionnalité dite QPC. Elle offre au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire aux 9 membres nommés par les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la République, le pouvoir nouveau de contrôler la conformité des lois avec la Constitution après leur promulgation. J'ai fait construire une salle d'audience. Vous l'avez vu déjà, non? Une salle d'audience. Toutes les semaines, il y a une audience pour que la QPC soit visible, pour que les gens comprennent ce que c'est. C'est ces caméras de télévision qui mettent sur notre site Internet. On a eu une QPC où il y a 30 000 personnes qui, dans la journée, nous ont regardés. Je laisserai, pour être très, très simple, un Conseil constitutionnel qui n'a plus rien à voir avec celui que j'ai trouvé. La QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, remet en haut de la hiérarchie des normes françaises la Constitution. Et ça, je suis exactement dans ce que mon père souhaitait pour les institutions de la Ve République. Je désapprouve totalement le Conseil constitutionnel et je ne félicite donc pas M. Debré d'en être le président. Mais oui, il y a un clin d'œil de l'histoire. Voir le fils de l'auteur de la Constitution être le gardien de la Constitution, bon, j'espère qu'il ne prend pas ça trop au sérieux.
Cette constitution a été tellement transformée qu'elle n'a plus rien à voir avec le texte de son père. On peut appeler ça la 7e, la 8e République, parce qu'on a déjà tellement fait d'arrangements de toutes sortes avec ce texte, plus de 20 fois. Enfin, pour lui, je pense que ça doit être très important. Hein. Mais je lui dis que je déplore que 9 personnes aient le pouvoir extravagant de décider dans des proportions pareilles de ce que le pays a le droit de faire ou de ne pas faire. Je n'ai jamais osé parler au nom de mon père, mais je pense que le poste tel que je l'ai façonné lui conviendrait. Et j'ai des rêves qu'après mon départ, ça soit lui qui me succède. Avec son Conseil constitutionnel, la Ve République, façonnée par Michel Debré il y a 50 ans, est critiquée, remise en question par un nombre grandissant de citoyens. Une nouvelle constitution est appelée des vœux d'une partie de la gauche française pour fonder une nouvelle République. Je crois que là, il y a un mouvement de fond qui débouchera inéluctablement sur cette espèce de révolution douce que nous appelons de nos vœux. On ne peut pas fonctionner avec la concentration sur la tête d'un seul homme des décisions sans que celui-ci n'en rende jamais le compte. Ça n'est pas possible. Donc la Constitution de 58, ce qu'elle a d'incroyable, non, c'est quand même 5 personnes dans un bureau qui disent on va écrire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, pour assurer quoi? Le pouvoir d'un type qui va trancher tous les problèmes. Donc cette 5e République est marquée, mais étudions comment elle est née pour comprendre que nous sommes dans des conditions comparables. Nous aussi, nous devons tourner la page d'une époque. Et faire une constitution, c'est se refonder en tant que peuple. C'est un peuple qui a intégré une quantité considérable de gens qui sont partis des campagnes vers les villes. C'est un peuple qui a assimilé 2 ou 3 générations d'immigration, à commencer par le retour des pieds noirs. Donc c'est un peuple nouveau qui est là, plus les autres générations qui sont arrivées après. Et bon, il faut que ces générations qui se sont appropriées la France, tout doucement, tranquillement, gentiment, sans rien demander, se l'approprient maintenant comme chair et sang en la définissant. Définissant la patrie et définissant qui ils sont eux-mêmes. Le peuple se définit. C'est l'heure du peuple, du grand nombre, il faut lui faire confiance. Voilà, il faut lui faire confiance, il faut se faire confiance à nous-mêmes et à nos gosses aussi, qui sont drôlement malins. Certains avaient indiqué en 1958 qu'elle ne durerait pas au-delà de Gaulle. Ça fait plus de 50 ans qu'elle est maintenant en place. Elle a permis à l'État, à ceux qui incarnaient l'État, de conduire la politique de la France. Alors on peut contester cette politique, mais la France a été dirigée. Mon indignation qui est permanente, ça c'est un héritage familial. Je suis un homme de fureur. D'indignation. M'indigne les calculs des uns, m'indigne ceux qui veulent ou voudraient être proches du pouvoir, quel que soit le pouvoir, qui veulent plaire au pouvoir. M'indigne ceux qui ne veulent pas comprendre que la société évolue, change, se transforme. Et qu'il faut accompagner ces évolutions. M'indigne ceux qui n'arrivent pas à ne pas être des militants d'une cause, quelle qu'elle soit. Les politiques aujourd'hui n'ont plus d'idées. La politique est devenue un métier du spectacle. Les discours politiques, il n'y a plus rien. Et on voudrait que les jeunes est un idéal au service de leur pays. Mais qu'est-ce qu'on leur offre comme spectacle? Des querelles de
clan misérable, parce qu'il n'y a plus ce souffle, il n'y a plus cette idéologie, il n'y a plus ce combat pour des valeurs. Je ne fais plus politique et je n'ai plus d'engagement, je ne veux plus en avoir, je regarde ça. Moi, ma famille politique, elle a disparu avec le départ du général de Gaulle, de mon père, de tous ceux qui l'entouraient, et elle a été enterrée avec le départ de Chirac. Donc voilà, c'est plus mon monde. Est-ce que mon grand-père, mon père, s'ils me regardent, disent que j'ai bien fait ou pas bien fait? Je rêve d'écrire un livre. J'ai déjà commencé à l'écrire d'ailleurs. Je me promène au bord de la Loire et tout d'un coup, je tombe sur mon père. Qu'est-ce que tu fais là? Je venais de te rencontrer, je venais te voir, et d'ailleurs, suis-moi. Je le suis, et sur le bord de la Loire, je retrouve assis là mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et ils me disent, on va regarder ensemble ce que nous avons fait de la France. Pour les politiques, je fais ça. L'opportuniste. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme. Pour la gauche, c'est ça. Il la connaît bien. Pour Chirac. Pour tous mes copains.